escalier. Bah oui, si tu veux. Je ne peux pas t'en vouloir non plus. Hein. Alors, ce que je voudrais juste dire en préambule, c'est que c'est Jean-Michel Ribes, auteur dramatique, qui est notre invité ce soir à la SACD, et en aucune façon le cinéaste que vous connaissez, l'auteur de livres qui ne sont pas des pièces de théâtre, il en est beaucoup, ou encore le directeur du théâtre du Rond-Point. Non pas qu'il s'agisse de révoquer ses activités, mais ce n'est pas là l'objet premier de notre conversation, qui encore une fois porte sur l'abondante, la preuve, œuvre dramatique de Jean-Michel Ribes. On va bien sûr parler de mise en scène, on va parler de comédien, on va essayer surtout de procéder à une espèce de parcours critique au bon sens du terme d'une œuvre, parce qu'on peut évidemment parler maintenant d'une œuvre. Je m'empresserai de vous dire que l'édition des travaux dramatiques de Jean-Michel, dont vous avez là l'exemple, la preuve, quelque chose qui est à ce jour incomplètement fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tes pièces qui n'ont pas été publiées, en tout cas de tes premières pièces, en tout cas pas par Actes Sud et la collection papier, et puis par ailleurs c'est à ton image, c'est-à-dire que c'est dans le désordre, je dirais. Et je trouve que ça te va assez bien au total, cette façon de faire qui est encore celle de Claire David aux éditions, dans la collection papier des éditions Actes Sud. Il n'en a pas moins que le texte lui-même, il est là et bien là, et qu'on peut s'y promener. C'est d'ailleurs ce à quoi je me suis livré. C'est une véritable promenade qui n'est pas entièrement chronologique, même si j'ai essayé de repérer un fil tendu depuis 40 ans maintenant, un peu plus même, et qui est loin d'être rompu, et qui va se poursuivre encore. Alors, si tu veux bien, je voudrais qu'on commence ensemble cette promenade, en rappelant que, à ma connaissance, mais tu vas peut-être corriger parce que ça vient de l'éditeur, l'un des tout premiers spectacles que l'on a vu de toi et mis en scène par Jean-Michel Ribes, c'était Les Fraises musclées, me semble-t-il, que je n'ai pas trouvé sous forme imprimée, mais par contre, et en revanche, j'ai trouvé quelque chose, je veux dire, d'assez drôle qui s'appelle « Il faut que le sycomore coule ». Ça vous rappelle sûrement quelque chose, et si ce n'est pas le cas, je vais vous remettre en situation, parce que le sycomore, c'est le nom d'un navire qui a pour capitaine un personnage tout à fait étonnant d'ailleurs, qui s'appelle le capitaine Astamaniana, et qui tient sur la navigation maritime des propos, allons, un peu incongrus, on peut dire ça. Non, 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 il tient des propos sur le passé, la manière de se renouveler sans arrêt, de se dire à demain matin. Oui, mais enfin, tu as écrit ça en 1970, tu avais 24 ans, quelque chose comme ça. Mais attends, je ne voudrais pas te corriger, mais tu parles des premiers spectacles que j'ai écrits ou des premiers spectacles que j'ai montés? Non, je parle des premiers textes que tu as écrits. Ah oui. Et lequel est d'ailleurs le tout premier, chronologiquement? La toute première pièce ou le premier sketch ou ce que tu veux, que tu as écrit bel et bien. Oui, oui, en effet, c'était dans Les Fraises musclées. Oui. C'était en 1970, oui, quelque chose comme ça. Mais avant, j'avais adapté des mélodrames très mauvais. Oui. Et volontairement très mauvais, pour qu'on puisse en faire une mise en scène amusante. À la différence des metteurs en scène, aujourd'hui, je ne prenais pas de bonnes pièces pour en faire de la mise en scène. Je faisais de la mise en scène sur des très mauvaises pièces. Oui, admettons. On est au théâtre de Plaisance en 1971, quand Il faut que le sycomore coule est mis en scène par tes soins, avec un décor de ton ami d'enfance Gérard Garouste et des costumes d'Elisabeth Garouste. Absolument. Garouste étant, comme on le sait, ou si on ne le sait pas, il est bon de le rappeler, ton condisciple dans un collège privé, où vous avez, je crois, à la fois beaucoup rigolé et beaucoup souffert. Absolument. En tout cas, à cet égard. C'est bien qu'on parle de ma souffrance aussi. Oui. Oui, des souffrances juvéniles en plus. Oui, plus traumatisant. Bah oui, et on voit le résultat. Enfin bon, en même temps. Et c'était ma grand-mère qui faisait les costumes. Je oui. dis ça parce que Elisabeth et Gérard avaient inventé les choses, mais ma grand-mère qui faisait les costumes, qui les fabriquait. Ah oui. J'ai repris donc ce texte et je veux dire que ce qui est assez drôle, c'est de voir que parmi les interprètes de cette pièce donc créée à Plaisance, il y a quand même un petit bout de temps, en février 71, il y avait parmi tes interprètes René Saint-Cyr, déjà, que tu vas beaucoup requérir, notamment pour Pallas.
Oui. Elle est une des figures récurrentes. Oui. Elle était mère de Georges Lautner, qui vient de nous quitter. Et comment elle était en 71, René Saint-Cyr? Non, mais c'était une amie, je connaissais, c'était une amie d'enfance, une amie de la famille. Propre famille. Oui. Et je me souviens, Mathieu Gallet avait écrit un article qui s'appelait La Nuit de Saint-Cyr. Et elle était extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle avait décidé une fois pour toutes ce qu'elle a continué à faire jusqu'à la fin de sa vie, qu'elle était une jeune femme. Et elle l'a été jusqu'à ce qu'elle meure à 95, je ne sais pas quel âge. C'était une jeune femme, elle était ravie. Il y avait des loges insalubres dans ce théâtre de Plaisance. Elle y allait, elle était la plus dynamique. Elle montait aux échelles, elle s'accrochait au cintre. Elle était absolument formidable. Et elle était d'une grande gentillesse et d'une grande. Elle avait un vrai plaisir à être avec nous, à jouer. Et ça a été la plus formidablement dynamique et la plus joyeuse. Dans la distribution figuraient également Jean-Jacques Moreau, André Valardy et Jean-Paul Faré, déjà. Oui. Jean-Paul Faré qui était un acrobate en même temps que d'être un comédien. Après, il a sauté sur les pianos, mais à cette époque-là, il ne le faisait pas encore. Et il était comédien acrobate, il faisait des roues, etc. Et il jouait le rôle du mousse savon, évidemment, qui était le mousse du bateau. Oui. Oui, parce qu'on est à bord du Sycomore. Le Sycomore, c'est un nom naturel pour un bateau, ça ne vous aura pas échappé. Et s'il faut que le Sycomore coule, effectivement, on va faire tout pour ça d'ailleurs. Je voudrais te demander, Jean-Michel, de nous lire la première intervention donc, du commandant, du pacha du Sycomore, qui s'appelle donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le capitaine Astamagnana. Tu vas nous exposer que tout ce qu'il dit est absolument classique, normal, voire prévisible. Je n'en suis pas si sûr. Quoi? Lis la première réplique du capitaine Astamagnana, en mettant le ton, si tu veux dire. Tu me corrigeras. Tu sais, oui. On verra s'il y a des metteurs en scène dans le coin. Oui. Donc, seul au centre, un homme à barbe, coiffé une casquette, fait les 100 pas d'un air martial, le regard inquisiteur sur le haut du bateau. Le capitaine Astamagnana. Le pont est-il récuré, savonné, brossé, enluminé, enjolivé? Le pont est-il luisant? Le pont. Je demande si le pont est luisant. C'est moi, Astamagnana, qui pose une question. Je suis quand même le seul maître avec Dieu ici. Qu'on me réponde, merde, oh là, le pont luit-il? Oh là, enseigne, le pont lui. Quartier maître, dis-moi si le pont lui. Le pont luit-il? Pont lui-tu? Pont lui-tu? Pont lui-tu? Réponds, pont. Pourquoi ne m'ont-ils pas exaucé? Il va s'asseoir à une table sur le pont et parle tout en compulsant son livre de bord. Ils m'ont refoutu en moi après ma dernière mort. J'avais demandé qu'ils me réincarnent en crotte de mulet, une crotte bien ronde, de mulet des montagnes. Je serais né durant une halte de quelques caravanes de l'Himalaya. Mon père, trop chargé, m'aurait abandonné au creux d'une touffe d'Edelweiss tibétain. Une fois revenu sur terre sous forme de crottin, de mule, j'étais sûr de ne plus jamais commander un navire. Tout d'un coup, et de nouveau furieux, il envoie valdinguer la chaise et la table et vient à l'avant-scène. Mais non, il a fallu qu'il me redonne la forme humaine et que je sois capitaine de navire à nouveau. Ça fait 2000 ans que ça dure. Ils m'ont promis que cette fois, après ma prochaine mort, je pourrais être muscle d'abeille. J'avais demandé abeille entière, mais paraît-il, on est trop nombreux sur le coup. Enfin, on verra bien, ils m'ont fait tellement de promesses depuis 20 siècles. Une fois de plus, une de moins. Une chose est sûre, c'est que chaque fois que je me retrouve galonné sur cette piste verte, je dis piste verte, et Dieu sait si ce mot piste m'est désagréable à prononcer, mais enfin, il y a des moments où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Jaillissant tel un diable, mousse savon bondé sur le plateau. Reconnaissez que vous avez eu de bons moments, capitaine Astamagnana. Le capitaine, de bons moments, oui, surtout lorsque j'étais Jean Bart ou Duguay Trouin. J'étais beau, j'étais grand, j'étais fort, je savais nager, j'étais courageux. Enfin, tout le monde connaît Surcouf. Je n'ose même pas dire me reconnaît, tellement ils l'ont raté cette fois-ci. Qui pourrait croire que ce gros homme adipeux que je suis a été Surcouf, Jean Bart, Sinbad le marin. J'ai traversé la Manche, Louis Blériot, le seul aviateur marin, Vasco de Gama, Rackham le Rouge, Nelson, Marco Polo. Voilà. Dis donc, oui. Alors, comment ça arrive au Théâtre de Plaisance, cette pièce écrite et mise en scène par toi? Le Théâtre de Plaisance, c'était un petit théâtre. C'est Jean Cortot qui avait son atelier, d'ailleurs, qui n'est pas loin, qui m'avait dit, j'ai vu, il y avait un théâtre qui était là. Et alors, c'était un théâtre c'était un type qui avait reconstruit, qui vit toujours, qui est très âgé aujourd'hui, qui est en Normandie, qui s'appelait Jean-Jacques Asselagnan, qui était un communiste fervent et un communiste magnifique parce qu'il nous disait tous mais achetez-vous des appartements, achetez des voitures. Enfin, il avait un discours de communiste très, très au point sur l'argent, etc., les jouissances du capitalisme.
Il m'avait d'ailleurs engagé comme régisseur de la fête de l'humanité en 68. Souvenir impérissable, parce que j'étais avec, comment s'appelle-t-il, Pierre Dac, qui avait écrit Le vol du Bourdon. Et alors, en mai 68, pardon, pas en mai 68, c'était après mai 68, donc c'était en juillet 68, la fête de l'humanité. Et je me souviens que j'étais chargé de m'occuper de Cœur de l'Armée Rouge, qui était évidemment terrorisé, parce qu'il y avait eu Prague avant, ils étaient cachés dans leurs trucs comme ça. Ils sont sortis par Yucadi, Yucada, et qui sont re-rentrés. Et il y avait aussi, je me souviens, Mireille Mathieu dans une baraque de chantier, je la protégeais, et la baraque de chantier a été soulevée par la foule, et on a été comme ça emmenés tel un Spoutnik. Bon, cela dit, pour revenir donc parce qu'il s'occupait de la fête de l'humanité. C'était un type assez extraordinaire. Son bureau était fait d'objets étranges. Il y avait des boulons, des marteaux, des scies électriques, des papiers, des contrats, des choses qui frisaient comme ça. Et il m'a dit oui, venez, etc. Il avait récupéré les sièges, il y avait 150 sièges, et c'était l'endroit où à l'époque se réfugiait une bande d'énergumènes, parce qu'il fallait être brechtien à l'époque, sinon on n'avait absolument pas le droit, on ne pouvait pas avoir une critique dans la etc. Et la presse, il fallait être brechtien, il fallait faire des trucs, on disait des messages importants. Et donc, ce réfugié-là, Jérôme Savary, qui avait tellement peu de gens que j'ai payé ses comédiens pour jouer avec lui, pour avoir un peu de recettes. Quand on lui avait dit, d'ailleurs, il lui avait dit, Jérôme, les gens ne viennent pas parce qu'ils regardent la télévision, il faisait des spectacles en mettant les postes de télévision sur le bord de scène, comme ça, avec la télévision allumée pour que les gens ne ratent pas la télévision tout en regardant le film. Ensuite, il y avait Copy. Oui. Il y avait Copy, il y avait Azertiop, il y avait Marc, il y avait Bisson. Enfin, il y avait une bande de gens qui étaient des exclus un peu qui après sont apparus. Et donc on est arrivé là et il nous a dit oui tout de suite. Il nous a dit oui, enfin on devait payer un petit truc. Et nous on avait fait tous les commerçants du quartier pour qu'ils mettent un peu d'argent dans un programme luxueux où il y avait le boulanger, l'épicier, etc. On était arrivé à jouer dedans. Et curieusement, un jour, je me souviens, il y avait au début pas grand monde, mais un jour, je me souviens, on est arrivé, il y avait la rue était bloquée, j'ai cru qu'il y avait un accident, il y avait des voitures partout. Je n'avais pas lu, il y avait Poirot Delpech qui avait fait une page entière dans Le Monde. Ah oui. Je vais lire la conclusion de Poirot Delpech. Tu l'as en tête ou pas? Non, pas du tout. Je me tu vas voir. Du bien qu'on dit de moi, ça me fait du mal. Oui. Et alors, ça avait déclenché. Et alors, après, on a été plein. Ce théâtre n'avait jamais vu de monde. Il en a vu là. Oui. Je vais vous lire parce que c'est très instructif et peut-être une judicieuse anticipation de la part du critique du Monde qui n'était pas encore membre de l'Académie française. Je m'étonne que Jean-Michel Ribes ne soit pas devenu directeur de Centre National. Lui, parmi les plus fous de théâtre de sa génération, mais je m'en réjouis. La création et le commandement font mauvais ménage. En revanche, je trouve qu'il aurait sa place au nouveau Vieux Colombier, où la Comédie Française va faire ce qu'elle est mal préparée à faire et que Ribes a dans la fibre, l'éternelle avant-garde. Que dois-je comprendre? C'est très important de comprendre. Oui. Ah, écoute, avoue, c'est assez drôle. Oui, c'est drôle. C'est amusant. Mais je ne savais même pas, je ne me souviens pas. Et ben voilà. Oui, c'est vrai que j'ai fini par faire ce qu'il avait. Qui redoutait que tu fisses. Oui. Hein? Alors, je ne prends pas trop de subjonctifs. Ah bah si, écoute, j'ai le droit. Hein. Bon, je ne te demande pas. Alors, autre chose, c'est quand même incroyable que tu oses me demander de ne pas employer le subjonctif, toi qui te fais dire à Savon, donc le second, et au capitaine des phrases telles que le capitaine il donne des ordres, huiler l'arbre, le capitaine ratifier le civonnier, Savon ciroler la blague, le capitaine archer le cloire. Il y en a beaucoup des comme ça encore. Hein. Je peux continuer sur maluper le tous. C'est vrai qu'il faut maluper le tous. On ne le fait jamais assez. C'est de mon avis. Malupons le tous. Bien. Et on peut aussi cralater la bière. C'est pas incompatible. Non. Les deux sont vivement recommandés. Et enfin, flopper la varacoste. Le fait est. Ouais, c'est ça. Alors moi, je me souviens très bien de cette sortie, de ce spectacle qui a été évidemment jugé un peu étrange, un peu amusant, et qui finit mal, puisque, comme vous pouvez vous en douter, le sycomore coule. Mais oui, forcément. Je vais adopter le mode chronologique, parce qu'au fond, il est assez commode. Je vais passer d'un ouvrage à l'autre, et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur une pièce très courte, une pochade,
que je dois dire, je trouve vraiment très très drôle, et qui s'appelle Rumeur. Tu te souviens de Rumeur? Rumeur a été créé au théâtre Pigalle, c'est encore une salle qui a disparu, alors, pour le coup. Non, il n'a pas disparu, il a retrouvé sa forme première, qui est un théâtre érotique. Et c'est vrai que il y a une dame qui s'appelait Madame Martini, qui était l'impératrice de Pigalle et des bois de nuit, qui avait le Moulin Rouge, etc., et qui avait décidé, je me souviens, de prêter ce théâtre, qui est un théâtre de striptease quand même, au-delà de Pigalle, à des gens qui étaient faire du théâtre. Je me souviens qu'il y avait monté Britannicus, qui était quand même dadaïste. Et moi, j'étais venu, c'était Michel Marquet qui jouait là-dedans. Oui. J'étais venu, et alors c'était très curieux parce que il y avait sans arrêt des gens qui rentraient pour demander s'il y avait des entraîneuses et tout ça, et on ne pouvait absolument pas les rassasier, parce qu'on n'en avait pas. Ouais. Et alors il y avait des types il y avait deux gros gardes comme ça, avec leurs casquettes, des amiraux de boîte, qui étaient devant, et tous les quelques spectateurs qui venaient nous voir, ils les réentraînaient immédiatement vers des boîtes de striptease en face. Jusqu'au jour où il y a des gens qui sont arrivés, je me souviens, on jouait, il y a des gens qui sont arrivés pendant la représentation et qui nous ont fait signe pendant qu'on jouait, je me dis qu'est-ce qui se passe, et qui m'ont appelé dans un coin et qui m'ont dit il faut que vous partiez. J'ai dit mais comment, on a les contrats, quoi. Comme de Madame Martini, j'avais appelé à ce moment-là Ginsburger, qui était un tourneur, qui était quelqu'un qui connaissait bien les manières de faire de cet endroit, et qui m'a dit fous le camp immédiatement. On n'a pas pu discuter, il voulait récupérer sa boîte, et avec des gens qui étaient, des gens qui sont plutôt dans les films de Scorsese, on a été viré au milieu de la représentation, on a pris Noé, on n'a rien dit, on est parti. Voilà. Ça s'appelait le Pigalle, et le spectacle s'appelait Je suis un steak. Alors, Rumeur a été interprété par Florence Baudet, Stéphane Bouy, Philippe Brizard, en alternance Gérard Darmon ou Jean-Paul Faré, Maurice Rich, et la formidable Marie-Pierre Cazet, à qui la publicité a donné, cinématographique, a donné évidemment une visibilité considérable. Et je voudrais vous en lire quelques pages. J'ai assez envie de lire la totalité, c'est peut-être un peu long, mais c'est très astucieux. Une rue, un homme numéro 1, imperméable et chapeau mou, marche d'un pas alerte, il a l'air pressé. Il croise une ménagère, les deux bras chargés de paniers à provisions. Un deuxième homme marche tranquillement dans la rue. L'homme numéro 1 pressé. Pardon, madame, vous avez l'heure, s'il vous plaît? La ménagère posant ses paniers à terre. Il est 11h moins le quart. L'homme numéro 1 la remercie d'un geste de la main et repart d'un pas alerte. La ménagère continue sa route dans le sens opposé, la démarche alourdie par ses paniers. L'homme numéro 2 reste pantois devant cette scène et murmure « Oh ben ça alors !» Un homme style bourgeois passe dans la rue. Le bourgeois, reconnaissant l'homme numéro 2, « Ah tiens Bernard, tu vas ?»« Ça va ?» T'as l'air tout chaude. Bah écoute, les gens sont incroyables. Là, à l'instant, devant moi, un type grand, fort, accoste une brave femme, chargée de ses paniers à provisions, et lui fait comme ça, « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Hautain, sans même se découvrir. Sans même se découvrir. Bah attends, c'est pas fini. « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Alors la dame gentiment lui sourit, pose ses deux paniers par terre, l'un se renverse à moitié, le type ne se baisse même pas pour l'aider, rien. 11h moins le quart, lui répond la dame. Et le type repart en la bousculant, sans même lui dire merci. Il s'en va. Elle n'a rien dit? Non. Elle a ramassé ses paniers à provisions, et puis elle est repartie vers sa chaumière, la démarche alourdie, silencieuse dans sa douleur. C'est insensé. Je suis bouleversé. Bon, à bientôt. Bonjour à Max. Au revoir Bernard. Une jeune femme passe dans la rue. Ah, Françoise! François, ça c'est drôle. Dis donc, tu sais ce qui vient d'arriver? Quoi? Où? Ben ici, à l'instant. Non? Ben alors écoute, c'est incroyable. Une petite vieille revient de faire son marché pour toute sa famille. Toutes ses économies y ont été consacrées. Elle marche lentement, courbée. L'œil triste, comment le sais-tu? Je la vois. Arrive un type serré dans son imperméable noir, il est brun, la peau mate, tu vois ce que je veux dire? Tu penses? Il la voit, en un bond il est sur elle, il la colle contre le mur et lui dit « Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Comment? Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Même pas, vous avez l'heure, glaciale. Alors, la femme terrorisée pose ses deux paniers à terre, l'un d'eux se renverse, le type a un rire. Cynique, exact. Elle regarde sa montre. 11h moins le quart, dit-elle en relevant la tête. Le type avait déjà pris tout ce qu'il y avait dans son panier. Elle essaie un geste, il lui donne un coup d'épaule et il part en courant. La pauvre vieille titube, puis s'étale de tout son long, se démettant une côte, elle arrive à peine à se relever. Regarde son panier vide. De larmes coulent de ses yeux bleus. Et elle repart nourrir sa maisonnée avec ce qui lui reste dans le panier, en serrant les dents sans gémir. Oh, le salaud. Adieu, Françoise.
Françoise, les larmes aux yeux, l'embrasse. Le bourgeois s'en va. Arrive un homme, monsieur Bacon, style sportif. Ah, mais c'est la petite Françoise. Tout s'en va, tout fout le camp. Où? Bah, la vie, l'amour, la mort. T'as reçu un choc? Oui. Tout pourri. Un seul? Oui. Où? Là, montrant son ventre. Comment? Là. Bah, tiens, comment c'est arrivé? Bêtement, une brave femme, la soixantaine, elle passait là, comme ça. Comme ça, elle passait, comme ça. Oui. Bon, tu passais aussi, toi, comme ça. Ben, c'est ça, elle traînait à bout de bras 2 misérables cabas, 50 kilos de pommes de terre, quelque chose comme ça. Et parfois, une tombait. Alors elle s'arrêtait et ne la ramassait pas. Tout le temps, ses forces étaient usées par les ans. Le vent glacial lui giflait le visage. Ses haillons usés par les ans se protégeaient par sa pourridée. Ne protégeaient pas sa pourridée. Dans ses grands yeux noirs, que des cernes accusaient, par les ans, brillait la petite lueur de vie indispensable pour traîner 50 kilos de pommes de terre. Tout à coup, une grosse limousine noire freine. Un homme en descend, couvert de chevaliers en croco et de chaussures en or, le teint basané. Ah, je vois. Cravate framboise, il croise la villageoise. Et la toise. Tu suis? Oui, Françoise. Après avoir allumé un Havane méprisant, il lui souffle la fumée dans la figure. Merci, lui dit la femme. Ça l'a réchauffé. T'as pas l'heure, mes mères, lui crache-t-il à sa face. Si, monsieur, répond la dame et sort de son cabas une petite montre goussée qu'elle cachait dans ses pommes de terre. Il est 11h moins le quart, le type éclate de rire, lui arrache ses 2 cabas, la jette dans la limousine, balance un coup de talon dans la tête de la vieille qui gicle sur le trottoir et repart dans sa grosse limousine. Bah, dis donc, il y avait du sang partout. La vieille femme soubressauta quelques instants, essayant d'attraper le dernier tubercule qui roulait sur la chaussée, et puis se tut. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai eu un choc, j'ai vomi. Une ambulance est arrivée, l'a emmené, et puis après, je ne sais plus ce qui est arrivé. Vous avez compris le procédé. Il y a encore comme ça 2, 3 trucs, et ça se termine de la manière suivante. Un homme qui passe de nouveau dans la ménagère. Pardon, madame, vous n'auriez pas l'heure. Et la ménagère, métèque, rideau. Tu t'en souvenais de ça? Oui, mais malgré l'extraordinaire talent que tu as de lire, c'était un peu plus compliqué parce que, en vérité, il y avait une chose qui se mélangeait à ce racisme qui montait pour revenir en boucle. Parce qu'à un moment, on dit même c'est une négresse qui vient, etc. En vérité, il y avait un jeu d'assonance qui était qui parcourait le texte, qui lui donnait peut-être une petite saveur supplémentaire seulement à la démonstration que tu as faite parfaitement. Et ça, c'est le problème, parce que moi, j'écris pour les voix, j'écris pour les acteurs, j'écris de la musique. Et c'est vrai que je suis très sourcilleux des acteurs et je suis très sourcilleux de... Enfin, je sais que c'est les acteurs qui nous transportent, qui nous améliorent, qui nous... Voilà. Et j'ai un grand souci quand j'écris, parce que je joue un peu les rôles, de trouver des acteurs qui soient exactement ce que je crois que le texte peut raconter et peut raconter dans sa sonorité. Donc je ne t'aurais pas choisi. Oui, ça tombe bien, je n'avais pas l'âge. Roméo chez Henriette, qui a été joué toujours au Théâtre Pigalle à peu près en même temps, ça faisait partie du même spectacle? Oui, ça s'appelait Je suis un steak. Ah, c'était un des moments composants. De steak, oui. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui explique qu'il y a eu là exactement les mêmes interprètes que dans ce qu'on vient de dire. Voilà, exactement. Oui. C'est une pièce que tu décris de la sorte, drame en un acte et demi. Il y a quoi là-dedans, dans ce drame en un acte et demi? Je ne sais pas, Roméo chez Henriette, c'est une espèce de vague, une espèce de vague ressemblance avec Roméo et Juliette, voilà. Je trouve que c'est en un acte et demi et que c'est une petite comédie musicale, voilà. Oui, pour le coup, les assonances dont tu parlais pour la précédente, elles sont là à chaque ligne. Oui. Hein? Oui. Minouche, je suis sous la douche. T'as pas vu mes babouches? Elles sont dans leur houche. Dans leur houche. Ça y est, minouche, je ne les voyais pas à cause du chasse-mouche. Où ça va la bourge? Oh, c'est ces filoches, des hauts et des bas, l'écossaise douche, etc., etc. C'est un jeu très Jean Tardieu, ça. Tu m'honores, Jean Tardieu, je l'ai connu, j'ai bien connu, et c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, et évidemment, j'étais à cette époque-là très, très proche des gens qui parlaient, enfin très proche de cette époque-là, je suis toujours, j'ai une immense admiration pour du billard, etc. Je suis très sensible aux gens qui réinventent les mots, quand même. 1974, donc 2 ans après, une pièce alors qui est très très différente des précédentes et qui s'appelle L'Odyssée pour une tasse de thé, préfacée dans l'édition Actes sur le papier par Jean Tardieu, comme ça se trouve. Et il dit ceci, Jean Tardieu: telle qu'elle est conçue, l'œuvre séduit et entraîne comme un récit picaresque.
mais elle a des qualités qui vont plus loin, car l'auteur, on le sait, étant un dramaturge né, sait jouer à la fois de l'humour et de l'émotion. Très conscient de l'ambiguïté des fables, il a des trouvailles à la fois poétiques et baroques qui font rêver. C'est l'Odyssée que tu racontes. Oui, mais à travers ça, c'est-à-dire que, en vérité, c'est vraiment un acte d'enfance, enfin de jeune homme totalement inconscient, parce que cette histoire est assez curieuse. C'est un garçon qui s'appelait Deschamps, Jean Deschamps, qui avait le festival de Carcassonne, qui me dit un jour, vous ne pouvez pas écrire un truc sur la Méditerranée, puisque nous on fait un festival sur la Méditerranée. Moi je me suis dit, sur la Méditerranée, ce qu'il y a de mieux, c'est quand même le voyage d'Ulysse, l'Odyssée. Donc je me suis dit, pas du tout mégalomane, je me suis dit, je vais réécrire l'Odyssée. Et donc je me suis amusé à faire ce parcours comme ça, d'un Ulysse qui passe d'un monde à un autre, d'un théâtre à un autre, et ça me racontait des choses aussi sur le théâtre, c'est-à-dire que c'était presque d'une scène à une autre, etc. Et je lui ai envoyé ça, il y avait 40 acteurs, je sais pas, 32 décors, etc. Je lui ai envoyé ça, il m'a renvoyé ça en m'insultant, en me disant, mais que vous prenez pour qui, ça va pas, vous êtes pas Giraudoux, etc. Bon. Et voilà, je me suis retrouvé avec ce manuscrit. Et un jour, je me souviens, il pleuvait, j'étais place du Châtelet, j'avais une toute petite voiture, et j'ai vu le théâtre de la ville que Jean Mercure dirigeait à l'époque, qui était dirigé depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est là que ce truc-là doit être joué. Donc, je suis descendu, je suis monté. Isabelle, qui est là, se souvient peut-être de ça, c'est sa fille. Je suis monté comme ça par l'escalier qui menait au bureau. Il y avait sa secrétaire qui s'appelait Claude Jallier. J'ai dit, je veux voir Jean Mercure, naïf et tout. Elle m'a dit, pour qui vous prenez, rendez-vous deux mois à l'avance. Voilà. Et j'ai laissé le manuscrit. Et 3 semaines après, je reçois un coup de fil de Serge Perrat, qui est un de ses assistants, qui me dit, dis donc, on a lu votre pièce, ça nous intéresse, on ne peut pas la monter parce qu'on va en monter une autre, mais enfin, Jean aimerait vous voir, etc. Moi, j'en revenais pas, j'avais le cœur qui battait, le théâtre de la ville, j'avais 23 ans, c'était quelque chose d'énorme. Et Jean Mercure vient un jour, me dit, je vais venir dîner chez vous. J'habitais un petit appartement, j'étais avec ma première femme, Bruno, mais là, le cœur battait absolument. Je le vois arriver en bas, il avait une petite Peugeot, je me souviens. Il monte, et moi, j'avais un chat fou qui habitait chez moi, complètement fou. Et donc, il monte, et il sonne, j'ouvre, et la première chose qu'il me dit, il me dit, est-ce que vous avez des papillotes? Et j'étais prêt à tout, moi. J'étais prêt à lui dire oui, mais je ne comprenais pas ce que c'était les papillotes. Et je me disais, merde, qu'est-ce que je peux faire? Et il me dit, parce que le chat qui est derrière vous, vous voyez, est très nerveux, et il faut lui mettre des papillotes le long des murs. Immédiatement, j'en avais pas de toi, je vais dans les toilettes, et on fait avec Jean Mercure des papillotes dans le couloir, et on monte des papillotes, et on en met comme ça, sans se dire un mot, hein, rien, et on met des papillotes pendant tout. J'avais un tout petit appartement. Voilà. On finit les papillotes, ma femme dit, il y a quand même le rôti, je ne sais pas quoi, qui est prêt, maintenant il va cuire, il faut y aller. Donc le chat, on se met à table, et à peine est-on à table que le chat, non, c'est pas important tout ça, que le chat saute sur la table. Et moi, je dis, mais dis donc, tu vas t'en aller. Il me dit, oh non, surtout ne parlez pas comme ça aux chats. Jamais. Il ne faut jamais parler comme ça aux animaux. Hein, et il dit, tu sais qu'il ne faut pas te parler comme ça. Et à ce moment-là, le chat lui attrape la paupière avec la griffe. Comme ça. Et moi, j'allais mourir, quoi. Et je ne savais pas quoi faire. Et alors, on enlève la paupière de Jean Mercure, qui est l'homme le plus grand théâtre de Paris, etc. Je lui enlève on va chercher du désinfectant, du truc, on lui met sur l'œil, etc. Je ne savais pas quoi dire, le truc était froid, on ne pouvait plus bouffer, enfin bref. C'était un drame, je prends le chat, je vais le foutre dans les chiottes, je ferme la porte à double clou, on essaye de trouver 3 mots de conversation, bien évidemment pas autour de la pièce qu'il avait lue, parce que ça avait l'air de revenir à quelque chose d'intéressé. On arrive à... Et 10 minutes après, le chat revient. Remonte sur la table. Et je lui dis, il me dit non. Regardez, il vient de demander pardon. Regardez bien.
Et moi, je ne savais plus quoi faire, hein, franchement. Il dit, alors, regarde ce que tu m'as fait. Tu me demandes pardon et le chat, rac. Et là, C'est trop beau. et là, non, c'est une histoire que j'ai vécue parce que c'est une histoire, si vous voulez, vous attendez pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, le plus grand théâtre de Paris vous dit oui, et le directeur vient, et un chat le défigure, et lui, en numéro de dompteur, est totalement ridicule. Bon, bref, je vous raconte la fin. J'ai vaguement mis un disque de Mahler pour lui dire voilà la musique que j'aimerais, puis ça s'est fini comme ça. Et cette histoire, je l'ai racontée après, c'était avec Coussono et Perata. Il y a eu d'autres histoires comme ça, avec des pélicans, etc. Bon. Et c'était parce qu'il était délicieux, genre, il adorait les animaux avant tout. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et quelques semaines après, il y avait une pièce de Miller qui a été retardée. Et il m'a dit, je vais prendre votre pièce, malgré tout ça. Et moi, j'étais tellement content, et il me dit, je vais chercher un metteur en scène. C'était vraiment un tout jeune homme, et je lui ai dit, non, c'est moi qui vais la monter. Et là, incroyable, il me dit, d'accord. Et là, 40 comédiens sur scène, dont Michel Doré, dont Geneviève, etc. Yanis Kokos fait les décors, 32 trucs. Et on a eu un très gros succès quand on a un record de fréquentation. Voilà. Pardon, mais à chaque fois, l'Odyssée me rappelle ce marrant Jean Mercure, qui était un homme à qui je dois beaucoup, qui est un homme que j'ai beaucoup aimé, qui après a fait une autre pièce avec moi, Jackie Paradis, etc. C'est une autre histoire, ça. Mais je pense que cette pièce, et Jean Mercure, est liée à ce chat, définitivement.